l'actualité, le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la garde nationale sont arrivés à Mondoro et c'est pour rendre hommage aux victimes de l'attaque du poste de sécurité de la localité. Le président du Conseil économique, social et culturel et le ministre de la Communication ont visité le site de la tour de l'ORTM qui enregistre un avancement dans l'exécution des travaux. Cette tour, une fois finie, améliorera les conditions de travail du personnel de l'ORTM. La rubrique Un jour, une formule de ce jeudi parle de l'émancipation de la femme, un concept que chacun interprète selon sa culture, son éducation et son intérêt, une cause qui est pourtant prise en compte par nos religions, organisations politiques ou sociales. La Banque islamique pour le développement a visité des chantiers de châteaux d'eau et de ponts dans la région de Kita, des ouvrages pour la mise en valeur du bas-fond, coût des infrastructures, plus d'1 milliard de francs CFA. Bienvenue dans la grande édition, Madame, Monsieur, bonsoir. À Koulouba, ce matin, le président de la transition a reçu en audience la communauté Berabiche. Les échanges ont porté sur la vie de la nation et la communauté Berabiche apporte son soutien aux autorités de la transition. Le président du Haut Conseil Berabiche, Mohamed Tarar Ould Al-Hajj, à sa sortie d'audience, est au micro de Nyanya Loutraoré. Avec le chef de l'État, nous avons parlé du Mali, d'abord et avant tout. Et nous avons parlé de la situation et du contexte de façon générale, et plus spécifiquement aussi de la région nord du Mali. Il a donné beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations dans le sens de la réussite de la transition, dans le sens de la participation pleine et entière du Haut Conseil Berabiche à la reconstruction nationale, à la refondation du nouveau Mali. Justement, de retour dans vos contrées, quel sera le message pour la population? Nous allons rapporter à la population le message du chef de l'État, qui est le père de la nation aujourd'hui. C'est un message d'équité, c'est un message de paix, c'est un message de pleine participation de l'ensemble des populations, en particulier le Mali profond. Le président dit qu'il tient à ce que les populations du Mali profond jouent pleinement leur rôle dans la construction du nouveau Mali. Il apporte un message, il envoie un message de paix, un message de disponibilité de l'État à jouer pleinement son rôle de protection des populations et des services publics. Le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la garde nationale sont arrivés à Mondoro pour rendre hommage aux victimes de l'attaque de poste de sécurité de la localité. Commentaire Omar Maïga, Suleiman Tepsougué, avec le concours de la DIRPA. Dès leur arrivée au poste de Mondoro, le chef d'état-major général des armées et les membres de sa délégation se sont inclinés sur la tombe des vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, avant de visiter les postes et réconforter les hommes qui sont sur place. Les forces armées maliennes se sont farouchement battues contre des terroristes lourdement armés au cours de cette attaque. Après le tour des différentes positions, le chef d'état-major général des armées a visité l'ancienne position des Famas de Mondoro. Au cours des échanges, le général a salué la bravoure de ces populations qui, malgré la menace des terroristes, ont décidé de soutenir les Famas. Je suis réjoui, comme toute la population, très réjoui de cela, à échanger nos idées et passer les informations qu'il faut pour le village et pour le Mali même. C'est un gros village de plus de 6000 âmes. C'est un village agro-pastoral et éleveur. Depuis 3 ans, nous ne cultivons pas. On peut imaginer ce qui manque. Vraiment, nous félicitons les forces armées du Mali. Nous connaissons également l'étendue du territoire. Nous ne pouvons pas accuser le gouvernement qu'on nous a délaissé. Juste après l'attaque du poste de sécurité, des instructions ont été données par le chef d'état-major général des armées pour une meilleure sécurisation du poste de sécurité de Mondoro. En soutien aux populations, une enveloppe symbolique a été remise aux autorités locales de Mondoro par le chef d'état-major général des armées. Il est à signaler que les éléments du poste de sécurité de Mondoro avaient infligé une lourde perte aux terroristes. Des assurances ont été données aux populations quant à la détermination des forces armées de sécurité
à traquer les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement et d'ajouter que rien ne saurait entraver la montée en puissance des FAMA pour la défense de la patrie sur l'ensemble du territoire national. On en vient à un autre titre de ce journal. Les travaux de construction de la tour de l'ORTM avancent. Le président du Conseil économique, social et culturel et le ministre de la Communication ont visité ce matin le site. La tour de l'ORTM en question est située à Katisananfara. L'état d'avancement global des travaux à la date du 10 mars 2022 est à 31,24%. Reportage à Garibou Pérou et Sidiki Balo. Gigantesque et à la fois express, c'est la tour de l'ORTM en chantier. Elle se dresse sur un espace de près de 10 hectares et coûte 14 milliards de francs CFA à l'État malien. Voici la tour en version 3.2. Au sommet, les visiteurs plongent leurs regards et témoignent que c'est un voyage dans l'univers futuriste. C'est l'effort du contribuable malien qu'il a décidé de fournir pour permettre à l'ORTM de faire sa mission de service public pleinement à travers la communication, l'information, mais surtout, et j'insiste dessus, la formation du peuple malien. Ce qui compte pour la transition, qui ne nourrit que des ambitions, bien entendu, en faveur du peuple malien, c'est de faire en sorte que cette tour qui sera mise à la disposition de l'ORTM puisse apporter plus de formation et d'information au peuple, lesquels devaient lui permettre de jouer son rôle, c'est-à-dire d'avoir sa souveraineté et sa maîtrise dans la compréhension des problèmes du Mali et de ceux du monde. C'est donc une architecture, comme vous le dites, phénoménale, mais au service du peuple malien. La finition, les aménagements, les ouvrages d'art, les équipements, il reste encore beaucoup à faire. Mais déjà impressionné par les caractères imposants de l'architecture, le président du Conseil économique, social et culturel certifie pour un Mali nouveau, il faut des outils d'information et de communication qui redonnent à notre pays un visage contemporain. L'ORTM a bien le souci de diffuser de façon juste les informations, les communiquer, les images pour la grande satisfaction des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur et même du monde entier, afin que notre pays, ses responsables, ses populations soient compris, soient connus et estimés. L'ORTM, à cet égard, est la vitrine de notre politique médiatique, les reflets planétaires d'un pays qui s'est remis en cause pour se rebâtir un horizon viable. Ici, des tonnes de sable et gravier, là, des gravats à évacuer. Une armée d'ouvriers met les bouchées doubles. Le gouvernement malien ambitionne inaugurer la tour de l'ORTM fin 2022. Et oui, cette tour, une fois finie, améliorera les conditions de travail du personnel de l'ORTM, la passion du service public. 3,4 milliards de francs CFA, c'est la somme qui servirait à financer 102 communes retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services locaux. Et les membres des équipes en charge d'évaluation de performance de ces communes sont en formation ici à Bamako. Ousmane Diakité. En tenue du commandement, ils sont des préfets venus des CAI à Menaka pour renforcer leurs compétences en matière d'évaluation des performances des communes. L'activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Le projet vise à améliorer le transfert des ressources du gouvernement central vers les collectivités. Dans le cadre de la décentralisation, c'est un projet de transfert financier pour soutenir la décentralisation au Mali.
Cette initiative de promotion du développement des communes à travers un mécanisme d'évaluation de leurs performances est une priorité pour le gouvernement de la transition. Nous sommes engagés à réussir notre processus de décentralisation qui doit se forger et s'enraciner dans une dynamique de mobilisation des ressources internes par la création de richesses et le financement de projets structurants. Pour atteindre cet objectif, nous devrons changer nos approches et nous inscrire dans la performance et la redevabilité. Cette quête de la rigueur nous impose une démarche participative, transparente et démocratique de gestion des affaires publiques afin d'apporter les réponses idoines aux préoccupations de nos populations. Ainsi, cette session de renforcement sur la politique nationale de décentralisation est une des priorités majeures du gouvernement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il exhorte ses évaluateurs à plus d'implication dans le processus. L'évaluation de performance est un processus de développement dont les collectivités territoriales participantes ont la responsabilité directe. Il en est de même pour vous, les évaluateurs. Et pour la réussir, je vous exhorte à impliquer davantage les différents acteurs dans le processus de réflexion, de négociation interne et de décision concertée. Pour cette année, 3,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qui servira à financer 102 communes. C'est pour cette raison que la tenue de cette session rassure les autorités et leurs partenaires pour l'appropriation de la dynamique et sa pérennité. Et près de 3000 permis de conduire de moto et plus de 800 cartes grises ont été délivrés depuis le début de l'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles le 15 novembre dernier. Ces chiffres sont en deçà des attentes des autorités en charge des transports. Compte rendu, Andriss Akoni. L'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles ainsi que la délivrance des permis de conduire se déroulent de façon timide. Cet espace d'échange a pour but d'informer les acteurs concernés sur les difficultés qui entravent le bon déroulement des opérations afin de jeter les bases d'une perspective meilleure. Pour le permis de conduire, nous sommes satisfaits parce qu'il y a moins de 2941 dossiers permis qui ont été délivrés. Pour les cartes grises, il y a de sérieux problèmes parce que la mise à disposition, le certificat de mise à la consommation qui est le document douanier fait vraiment défaut. Il y a des motos qui ont les vignettes, qui ont les factures d'achat, mais la disponibilité du certificat de dédouanement n'est pas sous-aisée. Quand même ces documents nous parviennent en photocopie, après vérification, il se trouve que la majorité, c'est des documents qui ne sont pas conformes, voilà, qui ne sont pas de bons documents. Il y a ce problème. Et le ministre des Transports, lorsqu'elle a été sollicitée par nos siens suite aux demandes des syndicats et des associations, il a été convenu avec le ministère de l'économie et des finances que chaque moto il y aura la possibilité pour offrir aux Maliens les conditions de dédouanement favorables. C'est-à-dire que chaque motocycliste qui le souhaite se rendra au niveau des bureaux de douane où la douane serait disponible pour que les certificats de dédouanement soient mis à disposition contre paiement de 5 000 francs. Les différents syndicats des transporteurs des engins à 2 et 3 roues apprécient les efforts consentis par le gouvernement. Ils demandent encore plus d'allègement dans l'obtention des certificats de mise en consommation CMC ou dédouanement. Nous avions des difficultés au niveau de l'obtention des certificats de mise en consommation communément appelés dédouanement. Mais depuis notre rencontre récemment avec la direction régionale des transports de Bamako, il y a un début de solution. Nous invitons donc les chauffeurs de tricycles d'aller vite se mettre en règle. On va intensifier la sensibilisation dans ce sens. On a de l'espoir, mais toujours est-il que nous demandons à l'État de continuer à fournir plus d'efforts en enlevant certainement le cas du certificat de mise en consommation pour que tout le monde puisse être en règle d'ici la fin de l'opération spéciale. Rappelons que cette opération spéciale prend fin le 15 août prochain. Actualité, 8 mars oblige, à la rubrique Un jour, une formule de ce jeudi passe au pain fin la notion émancipation de la femme, un concept que chacun interprète selon sa culture, son éducation et quelquefois son intérêt. C'est pourtant une cause qui a été prise en compte par la plupart de nos religions, organisations politiques ou sociales. Sur Ibrahim Keïta. La notion émancipation de la femme, chacun l'accommode à sa sauce et donc définie selon. La femme malienne et la femme africaine, de façon générale, vit dans une société patriarcale où c'est l'homme qui domine
Et c'est l'homme qui est référence par rapport à... Donc les questions d'égalité entre les genres ne sont pas mises en avant comme si la femme était secondaire. Si l'émancipation veut dire qu'il y a permettre à la femme d'avoir l'accès aux services financiers, l'islam a connu cette notion-là dès les premières aides de la révélation. Je vais dire il y a 1400 ans de cela. Et autonomisation économique, tout ça résume à ça. Qui dit l'émancipation de la femme dit la scolarisation des filles. C'est les deux notions vont ensemble. Quand nous parlons de l'émancipation des femmes, il s'agit de considérer la femme dans le faire, ce qu'elle va faire naturellement, et dans ce qu'elle est. L'émancipation de la société passe par l'équilibre de l'épine dorsale de cette société. L'épine dorsale de cette société-là, c'est la femme. De nos jours, émancipation et égalité parfaite tendent à s'employer l'une pour l'autre. Les combats pour atteindre l'égalité ont été longs, nombreux et complexes. Ils n'échappent nullement à la logique d'Amadou Hampâté Bâ. Il y a bien sa vérité, celle de l'autre et la vérité. La route a été longue et sinueuse pour en arriver là. Le Coran, comme la Bible, n'a jamais rabougri la femme tout en reconnaissant des différences notables entre elle et l'homme. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, avertit Allah dans la sourate 4 du Coran, les femmes. Les civilisations marginalisaient les femmes. C'est le prophète qui est venu, alayhi salatu wassalam, comme sauveur, comme libérateur de la femme. Son émancipation, c'est son équilibre mental, moral et psychique. Et toute la société dans son ensemble est conçue pour lui conférer ça. La constitution de l'Empire du Mali, la charte de Kouroukanfouga de 1236 produit 3 articles suffisamment éloquents sur le sujet. Article 5. Chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. Article 14. N'offensez jamais les femmes nos mères. Et article 16. En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. D'autres sociétés ou organisations apporteront plus tard leur pierre à l'édifice de l'égalité dans le couple que certains voient du moins comme la fin de la suprématie de l'homme. D'où une opposition sans concession qui n'est pas de saison entre ceux qui sont censés être complémentaires. Il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit surtout de service. Et le service prend tout son sens dans cette communion-là, où nous construisons une communauté, nous construisons donc une église qui veut faire de la femme vraiment également une protagoniste de cette évangélisation, donc de cette reconnaissance donc, de tous les hommes. C'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui éduque, qui donne les premiers pas, les premières leçons, les premières acquisitions. C'est la femme qui conseille, c'est la femme qui oriente et c'est la femme qui équilibre. Donc, si on parle aujourd'hui de ces deux notions-là, on critique l'islam, que l'islam est contre l'épanouissement de la femme, moi je dis non. Nous sommes très mal à l'aise, vraiment, avec tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde, et voir qu'aujourd'hui, les femmes restent toujours marginalisées dans les processus de décision et dans tous les programmes et projets. Il faut dire aux femmes de la ville que c'est au nom des femmes rurales qu'elles prennent la parole. Il faut qu'elles changent de paradigme de communication. Il faut qu'elles changent de comportement par rapport à ces femmes. Vous croyez que la femme qui est dans le village, qui possède du bétail, qui possède son champ, qui possède ses enfants et ses petits-enfants, vous croyez qu'elle n'est pas émancipée? Vous croyez qu'elle n'est pas heureuse? Vous croyez qu'elle ne participe pas au développement de la cité? Vous croyez qu'elle n'est pas dans les associations communautaires? Vous croyez qu'elle ne siège pas au conseil de village pour donner l'avis des femmes sur la gestion de la cité?
Vous croyez que c'est une femme en marge de la société? Elle n'a pas besoin d'être dans un bureau parce qu'elle a une nette conscience de son rôle et de sa place. Beaucoup de variables, mais une seule constante dans les relations entre les deux genres. Les femmes et les hommes sont, comme disent les paroliers de nos traditions, les Guessé Nymphaliers de l'opération du tisserand. Pas d'étoffe sans le double fil. Autrement dit, l'un n'existe pas sans l'autre. Tout à fait, Sory Ibrahim Keïta. Et dans la région de Kita, une délégation de la Banque islamique pour le développement a visité des chantiers de châteaux d'eau et de ponts. Il s'agit des ouvrages pour la mise en valeur du bas-fond, coût des infrastructures, plus d'1 milliard de francs CFA. Reportage Mahamadi Aliou-Bari. C'est sous un soleil de plomb que la délégation conjointe de la Banque islamique pour le développement BID, le gouverneur de Kita et les responsables du PEDRIC 2 ont visité le chantier de construction du micro-barrage de Benkadefounia, dont les travaux sont terminés, et le site du pont de Kenyendifé sur le fleuve Daroumi. Si le micro-barrage doit contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, le pont sur le Daroumi va désenclaver toute la zone de Karta et favoriser l'écoulement des produits agricoles. Il s'agissait de faire visiter ces réalisations par le représentant du bailleur de fonds. Et c'est dans ce cadre que nous avons visité le bas-fond de Founia, qui doit permettre d'irriguer près de 70 hectares en riziculture et le maraîchage en contre-saison. Partout où la délégation s'est rendue, un cadre d'échange a permis aux communautés et responsables du projet de mesurer le niveau d'exécution des travaux. C'est un pont qui a accusé du retard. Mais aujourd'hui, Dieu merci, vous avez vu, c'est un pont à poutre. Donc, qui dit poutre parle d'éléments fabriqués. Et on vous a fait visiter tous les éléments fabriqués. Et comme l'entreprise l'a dit, nous allons veiller pour que dans les 40 jours à venir, on puisse circuler normalement sur ce pont. Le clou de cette visite, c'est ce pont de Kenyefé a pris du retard, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de remarquer que les travaux sont à un état d'avancement de près de 90%. Ce qui nous donne l'espoir que dans 6 semaines, nous pourrions rouler sur ce pont. Ce pont est un cordon ombilical entre tout le Karta et le reste de la région de Kita, mais aussi le reste du Mali. Le pont sur le fleuve Daroumé de Kenyendimfe est financé par la BID et l'État malien à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Lancement des travaux de l'Atelier national de validation du référentiel de labellisation de l'anacarde du Mali. Cette rencontre vise à valider des documents sur la noix de cajou et le logo label qualité. Mohamed Kanantao et Taïeb Adjaouiakoye. La noix de cajou ou l'anacarde est un produit d'exportation qui prend de plus en plus de l'ampleur au Mali. À ce jour, notre pays en produit plus de 70 000 tonnes par an. Selon les mêmes statistiques, malgré son apport à l'économie nationale, ce produit reste peu valorisé au plan local. C'est pour trouver une solution adéquate à cette problématique que le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui du Développement rural conjuguent leurs efforts. La création d'un label qualité de l'anacarde du Mali et son opérationnalisation devront permettre, entre autres, de fournir des produits de qualité, améliorer l'image de l'anacarde du Mali, améliorer le prix aux producteurs, transformateurs et distributeurs, augmenter les revenus des populations engagées dans la filière. C'est dans ce cadre qu'une convention de collaboration a été signée entre d'une part l'AMANORM et d'autre part la Direction nationale de l'agriculture pour définir les conditions et les modalités de collaboration entre les parties dans le cadre de l'exécution des activités de la composante labellisation R3 du PAFAM. En ce qui concerne le consommateur, c'est la labellisation qui permet à un consommateur d'être rassuré sur la qualité des produits. C'est la labellisation aussi qui permet aux consommateurs de savoir que les normes d'un produit sont respectées et c'est la labellisation qui facilite le choix du consommateur quand il se trouve dans un magasin. En ce qui concerne les exploitants, grâce à la labellisation, les exploitants vendent facilement leurs produits. En ce qui concerne l'État, vous savez, quand on a un secteur agricole très puissant, le commerce extérieur de l'État peut s'améliorer. Ça permet d'améliorer la balance de paiement et aussi de stimuler les recettes fiscales intérieures. Une trentaine d'acteurs évoluant dans la filière anacarde prennent part à ces 2 jours de travaux.
Travaux au cours desquels ces participants examinent des documents sur la création d'un label qualité pour l'anacarde, la normalisation de la filière et la mise en œuvre de la démarche qualité. Également, cette rencontre sur la validation du document actualisé de politique nationale sémencière du Mali, un document qui est l'aboutissement d'une étude qui a duré 5 ans. Cette étude vise à la prise en compte de l'ensemble des contraintes du secteur. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Depuis 2016, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Agriculture d'alors, a sollicité l'appui de la FAO pour un diagnostic approfondi de la filière semences dans notre pays en vue de l'actualisation de sa politique en la matière. 5 ans après, un document national a été élaboré dans ce sens avec l'implication des acteurs à la base. Il s'agira de présenter ce document à l'ensemble des acteurs concernés pour sa validation. L'importance de la sémence, elle n'est plus à démontrer. Et il fallait dégager un canevas assez net, mais qui s'inscrit dans la définition de politique au niveau du Mali, les politiques agricoles. Donc on a essayé de ramener la politique sémencière du Mali dans ce canevas pour avoir un bon document. Ce document qui va être adopté ici va contribuer vraiment à développer notre filière sémencière pour que, au finish, nos braves producteurs puissent avoir des semences en quantité et en qualité, que ça soit disponible et accessible. Cette étude doit contribuer sans doute au renforcement de la filière sémencière au Mali. Elle prend en compte les contraintes du secteur, propose des solutions et détermine les axes d'intervention. Les textes législatifs et réglementaires mis en place pour gouverner le secteur sémencier datent de plus d'une décennie. Le contexte ayant évolué, il s'avère donc impérieux de revisiter les 10 textes afin d'être en phase avec les évolutions socio-économiques. L'élaboration de ce document a été rendue possible grâce aux efforts du ministère de tutelle, de la Direction nationale de l'agriculture, de la Coordination nationale des organisations paysannes CNOP, avec l'appui technique et financier de la FAO. Quel rôle pour les jeunes dans le processus de refondation et d'apaisement du climat sociopolitique au Mali? Le réseau des jeunes des partis politiques du Mali tente de répondre à la question. Il organise à Bamako une rencontre en partenariat avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Batraoré. Les jeunes des partis politiques de tous bords entendent jouer un rôle de premier plan dans le processus de refondation enclenché au Mali par les plus hautes autorités. C'est pour se donner les moyens de leur lutte que ces jeunes ont mis en place le RJPPM, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Le réseau se donne 2 jours de travaux pour définir son cadre d'action. Le présent atelier vise à identifier les actions des jeunes des partis politiques pour contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique. Renforcer les connaissances des jeunes sur le processus de refondation, produire une déclaration sur la base des recommandations formulées à l'atelier à l'endroit des acteurs nationaux et internationaux et définir des stratégies de visibilité et d'amplification des voix et actions de notre réseau. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartiste, partenaire du RJPPM pour cette activité, il reconnaît la place des jeunes dans la consolidation de la démocratie. La participation à la vie politique des jeunes est au cœur du travail du NIMD. Une attention particulière est accordée au renforcement de leurs connaissances et de leurs compétences afin de créer les conditions d'une participation politique ancrée dans les valeurs et les principes de la démocratie. La jeunesse doit se battre pour mériter sa place dans le jeu politique. Ce que je donne comme conseil à la jeunesse, c'est de s'assumer. Créé en 2012, le RJPPM a pour objectif de promouvoir l'ancrage de la démocratie au Mali tout en mettant en symbiose les initiatives républicaines des jeunes des différents partis politiques. Les acteurs de la santé et du développement social en conclave, ils ont échangé sur le système d'information sanitaire au Mali. Objectif, fédérer les différentes sources de données. Reportage Alpha Maïga. Autour de la table, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, entourée de l'ensemble des directeurs centraux et services rattachés relevant de son département. C'est pour échanger sur le système d'information sanitaire au Mali.
Cela après une présentation de données par les différents acteurs. Nous allons mettre en place un groupe de travail qui va analyser tout ce qui a été fait aujourd'hui pour mettre en place un système d'interopérabilité de l'ensemble des systèmes d'information. Il faut que les systèmes d'information se parlent et que là où on peut mutualiser les efforts et les ressources, qu'on fasse la mutualisation. Là où il y a lieu de faire une interface, c'est-à-dire mettre un pont entre les différents systèmes pour qu'ils se parlent, on le fera. Là où on peut intégrer les systèmes d'information, on le fera. Tout ça pour avoir un bon système de santé et de développement social. Il s'agit là d'un processus qui est une opportunité à renseigner les indicateurs clés de performance du programme de développement sanitaire et social PRODES d'une part, et du coup améliorer la qualité des données d'autre part. À cette occasion, la rencontre d'échange bénéficie de l'appui financier du projet accéléré Le Progrès vers la couverture sanitaire universelle. Nous sommes un projet cofinancé par la Banque mondiale, les Pays-Bas et le GFF. La Banque mondiale est dans la logique de la digitalisation du système de santé. Nous attendons beaucoup et nous savons qu'avec ce leadership, c'est la première fois qu'au niveau du département, nous avons une experte en informatique. Donc du coup, connaissant la valeur ajoutée de l'informatique, de l'information dans le système, je ne pense que ça peut qu'améliorer le système de santé au Mali. En attendant la mise en œuvre des différentes recommandations, au département de la santé et du développement social, l'être humain est et demeure au centre de leur action, a martelé Madame le ministre tout au long de la journée. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid-19. Les services de santé ont enregistré ce 10 mars un patient guéri, un décès et 5 cas positifs sur 1009 tests réalisés et 40 patients sont sous traitement. Elles ne sont plus si rares que ça, les femmes qui occupent des postes nominatifs dans notre pays, même si le compte n'est pas encore bon en ce qui concerne la loi 052 sur le genre. Parmi ces dames qui se battent au quotidien à leur poste, Madame Diallo Aïda Koné, la directrice générale du Bureau malien du droit d'auteur, est l'invitée de la semaine de Yaya Konaté. Dans le cadre du 8 mars, nous vous proposons d'écouter un extrait de cet entretien. Je vous ai cité toute une panoplie d'utilisateurs d'œuvres littéraires et artistiques. Beaucoup payent, mais beaucoup ne payent pas encore les redevances de droits d'auteur. Alors, nous nous sommes donnés pour devoir d'aller à la sensibilisation et de l'information pour que ceux qui tardent encore les pieds puissent venir pour pouvoir s'acquitter des redevances de droits d'auteur. Et récemment, avec l'agrandissement de l'assiette de perception, les sociétés de téléphonie mobile sont entrées dans la danse et ils commencent à payer les redevances de droits d'auteur et des droits voisins. Et ceux qui ne payent pas, si d'aventure la sensibilisation que vous menez ne marche pas, quelle autre arme avez-vous? Alors, nous disposons de la loi 2017 qui régit la propriété littéraire et artistique parce qu'en aucun cas, vous ne pouvez utiliser les œuvres littéraires et artistiques sans pour autant avoir l'autorisation du Bureau malien du droit d'auteur. Si vous le faites, vous tombez sous le coup de la contrefaçon qui est punie par le code pénal et qui est punie également par la loi 27012. Ceux qui ne payent pas les redevances de droit d'auteur doivent s'attendre à ce que leur dossier soit traduit devant les tribunaux. L'invité de la semaine à suivre après les infos météo. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Ibrahim Traoré pour le 20h de demain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bonne fin de soirée à tous.